Présente-toi. Yuval, plus gros activiste de France, organisateur, conférencier, speaker de temps en temps, danseur évidemment, et amoureux de la culture hip-hop. Ok, est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec la danse hip-hop? Bah alors moi, il faut savoir à la base, moi je viens d'une famille modeste. Alors d'un côté, du côté de ma mère, elle part d'Algérie en 62. Du côté de mon père, c'est le Maroc. Il part de Casablanca. Et donc moi je suis né en Israël. Donc il faut savoir que la mentalité dans laquelle ma famille m'a éduqué, la danse, ça n'existe pas. C'est les études, c'est faire le moins de bruit possible, ne pas avoir d'histoire avec les gens. On arrive en France, c'est difficile. Je me rappelle, ma mère m'habillait chez Tati, pour vous des idées. On n'avait pas d'argent, même s'il y a un peu ce mythe, les juifs, ils ont de l'argent. Non, nous on n'avait rien. On était une famille, voire très très modeste. On faisait le moins de boucan possible. Vous voyez, c'est un peu cette mentalité où tu arrives en France, faut la jouer tranquille, tu vois. Et un jour, et je peux même dire mieux, c'est que ma mère m'envoyait un peu dans les colonies, enfin, ma famille m'envoyait dans les colonies, c'est les colonies pour les gens qui n'ont pas vraiment d'argent. Les colonies un peu avec genre... le secours populaire et tout ça là. Non, le secours populaire, non mais genre des colonies genre de mairie, de oui, communes. Oui. Voilà, ils t'envoient avec... Ouais. C'est peut-être le seul endroit où tu peux partir en vacances réellement. Donc moi en 82 j'arrive en colonie, en juillet 82 j'arrive en colonie. Je suis comme tous les jeunes de ma génération. Ben voilà, j'ai grandi avec Rocheteau, Platini, Gérès, voilà. Surtout qu'on était pendant la Coupe du Monde 82, donc moi j'aimais le foot. Ensuite, j'aimais le foot, mais on m'a mis au cage. J'ai sauté pour arrêter un ballon, je me suis cassé le poignet. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Alors moi là-bas, je suis pas du tout attiré par la danse, ça m'a jamais attiré, j'ai aucun ami qui danse. De ma génération, les jeux c'est le foot et jouer au billes. Et un autre jeu que l'avoir il aime bien, c'est la tapette. C'est-à-dire c'est les cartes, tout, tu tapes dessus, il faut les retourner. C'est un jeu de ma génération. Du coup, tu as réinventé ce jeu avec les fesses. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Donc, ça c'était un jeu pour ma génération. Alors, ensuite, j'arrive en 82. 82, c'est la génération de Michael Jackson, évidemment, avec la fameuse musique Billie Jean, tout ça. Et dans la colonie où je suis, j'ai le poignet cassé, j'ai un plâtre. Donc, personne ne joue avec moi en fait. Parce que bon, je peux rien faire. Tu sais, c'est une colonie où il y avait souvent une base nautique, tout ça. Donc, moi, avec mon plat, je peux pas aller dans l'eau. Enfin, il y a plein de choses que je peux pas faire. Jouer au foot, c'est un peu dangereux. Je peux mettre un coup à quelqu'un. Bref. Donc, j'étais un peu laissé pour compte en 82. Sauf que dans chaque colonie, il y a des veillées. Et là où j'étais, il y avait quelqu'un qui s'appelait Kenzie, qui deviendra après le mentor de Minister Hammer et de la secte Abdullah, qui fréquentait les Fresh Boys de Sarcelles, qui était quand même quelqu'un qui avait une certaine dynamique par rapport à la culture hip-hop et sarcelloise. Et lui, à cette époque-là, il faisait déjà le robot. Bon, il est plus âgé que moi, évidemment. Moi, on est dans la colonie. Dans la colonie, on n'est pas au même niveau. C'est-à-dire, moi, je suis un enfant et lui, il est un peu plus âgé. Et comme j'ai le poignet cassé, eux, ils font des veillées. Et pendant qu'ils font des veillées, ils préparaient une chorégraphie sur la musique de Michael Jackson. Moi, je la regarde parce que j'ai rien d'autre à faire, en fait. C'est même pas que ça m'intéresse même pas, en fait, ce qu'ils font. Mais sauf que je m'assois, je suis avec mon plat, je la regarde, et des fois, je vois Kenzie qui fait le robot. Bref, il fait l'automate. Et moi, je regarde, mais je m'en fous, en fait. Mais j'ai créé un espèce de mimétisme. Et donc, ça fait que quand j'arrive après à Paris en septembre 82, on m'enlève mon poignet, je suis dans ma chambre, je lis, puis à un moment donné, je mets la radio, j'entends la musique de Michael Jackson. Et je sais pas pourquoi, machinalement, je me suis levé et je reproduis un petit bout de la chorégraphie, mais surtout, j'ai réussi à faire l'automate. Et je le faisais bien en plus, j'y arrivais. Et je suis étonné. Et ensuite, quand j'arrive à l'école, je montre à mes copains, je fais l'automate et je comprends que je deviens populaire un peu dans l'école. Les gens ils disent « Oh, t'as vu, il y a quelqu'un qui s'est dansé. » Je suis un enfant, j'ai 11 ans. Ouais. Mais je commence à comprendre que, tu vois, c'est bizarre, ça les fait kiffer. Donc j'ai un cousin à moi qui m'emmène à Beaubourg, 82. Donc je croise tous les body poppins. Bon, j'ai 11 ans, attention, je ne sors pas tout seul, je suis pas tout seul. Je suis d'une famille où, vous savez, chez nous, dans ma famille, il faut faire attention à sa fréquentation, il faut faire attention à ceci, cela. Faut toujours, tout ce que tu fais, c'est la famille qui en paye les conséquences.
faut pas voler. Enfin, il y a plein de rapports à la vie qui sont disproportionnés. Ouais, qui sont liés à la culture populaire voilà, des années 80. Quoi. Voilà, et donc on m'emmène à Beaubourg. Moi je vois les fameux body popping danser, Papson qui fait le robot, enfin, qui fait le ralenti, Soda Pop. Enfin, cette première génération. Mais moi je les connais pas, je vais pas leur parler, hein, j'ai 11 ans. Et déjà dès 11 ans, 82, je me lance dans un coin, je commence à faire le robot, et les gens ils viennent, ils me regardent et tout. Dès 82. Ensuite en 83, j'ai un ami à moi, il s'appelle Joël Slavin. Parce que moi je fréquentais que des juifs. Hein. Tous mes amis étaient juifs. Tout mon entourage. Toutes mes fréquentations. Vous voyez, donc c'était mon univers, quoi, tout simplement. Et donc il me dit ouais, va voir un film qui s'appelle, parce que comme il savait que j'en sais, il me dit va voir un film qui s'appelle Flashdance. Merci. Moi, j'avais même pas l'argent pour aller au cinéma. Mon père me donnait 10 francs tous les vendredis. On était 4 de la famille, donc ça faisait 40 francs, donc c'était quand même beaucoup d'argent. Aujourd'hui c'était peut-être rien, c'était peut-être marrant, c'était peut-être rigolo, mais pour mon époque c'était beaucoup d'argent. Moi avec 10 francs, je m'achetais. Avec 10 francs c'est simple, j'achetais des bonbons, et pour être populaire à l'école, j'achetais des bonbons tous les mercredis et je donnais des bonbons aux enfants. Parce qu'il y avait des problèmes des fois qui étaient un peu liés au fait que j'étais juif. Bon voilà, bref. J'étais déjà intelligent avant l'heure, bref. J'avais déjà compris comment ça marchait. Et donc 83, je vais donc voir le film Flashdance. Et là, j'ai ce choc comme tout le monde. Évidemment, qu'on m'avait dit, tu vas avoir demandé il y a une minute où il y a des mecs qui font du schtroumpf. Ça. Et donc, je vois ce moment, il y a Mr. Freeze, Normski, Frosty Freeze, Ken Swift et Crazy Legs. Ce moment magique. Et moi, quand je vois ça, évidemment, je suis attiré, ça me parle. Donc 83, après, on était à peu près 5-6 à avoir été voir le film. Et puis, et ensuite, on s'entraîne à l'école. Tu vois, genre, on essaye de refaire les mouvements à l'école. Genre le truc normal, tu vois. On essaie de faire le truc normal, tu vois. Et donc, moi, je commence à devenir un peu populaire dans mon quartier. Et puis après, évidemment, arrive la fameuse émission HIP à choper. Mais ça faisait déjà 2 ans que moi j'en sais. J'avais croisé une ou deux personnes. Voilà, à l'époque, pour vous donner une idée, celui qui faisait celui qui faisait ça, qui avait compris qu'il fallait monter à l'épaule, était déjà plus en avance que tout le monde. Donc l'émission HIP à choper, ça a permis à beaucoup de gens d'avoir un vocabulaire par rapport à la danse, d'avoir des mots sur ce qu'on faisait. Il y a beaucoup de pochettes de disques. Comme les break machines, sur les pochettes de disques, tu avais quand même des mouvements avec des noms dessus. Quand j'étais jeune, j'ai tout fait, j'ai fait du break, du lock, du pop, on faisait tout, on mélangeait tout, on connaissait rien, j'ai dit les choses clairement. J'ai pas de grand, j'ai jamais eu de grand d'ailleurs. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit fais ceci, fais cela. Des fois il y avait des fêtes de quartier, j'allais en bas, dans le quartier à Saint-Blaise, donc dans le 20e, il y avait les Black Panthers qui dansaient. Donc Thierry Ruff, Albert. C'était les grands de ma génération, c'est Eric Samar, JR, Daniel, Lion Scott par la suite, que j'ai connu. Il faut savoir que moi en 84 j'ai 13 ans. Donc je suis un enfant parmi des grands. Mais il n'y en a aucun qui m'explique tout ça, il n'y en a aucun qui me donne aucune information. Et donc à partir de là, je vais me faire ma propre culture tout seul. Je comprends que c'est une culture qui est violente. Au début 84, c'est tranquille, tout le monde danse. C'est pisse, c'est sympa, c'est bon esprit. Ensuite, au bout de 6-8 mois, l'émission s'arrête, à HIP à choper. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves dans un univers qui est plus underground. Tous mes amis qui dansaient avec moi, plus personne dansait. Et d'ailleurs, j'étais le seul qui s'entraînait encore à l'école avec mon morceau de carton. J'étais has-been pour tout le monde. Et je me rappelle même que les gens, quand ils me voyaient danser dans la rue, me disaient oh, c'est ce que tu fais, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Donc tout d'un coup, et tous mes amis juifs qui étaient avec moi à cette époque-là, pour eux, enfin je veux dire, ils avaient 14 ans, ils pensaient déjà ouvrir un magasin. Hein. Donc, tu vois, à passer leur permis, avoir des idées, voilà, des gens, je dirais pas des gens de ma communauté, de quelqu'un qui se projette dans le futur, on va dire, voilà. Et quelqu'un qui va un peu plus loin que le bout de son nez. Et donc ce qui se passe, c'est que tous mes amis Fudge, la plupart, ils vont qu'à d'autres occupations, et moi je me retrouve tout seul avec ma danse. Bon, il y avait Stéphane Kediel qui était avec moi, qu'on appelait Kulz. La grande star de ma génération, c'était quand même David Collat, qui était le plus fort de mon quartier. Il faut dire les choses clairement. Le plus fort de mon quartier, c'était David Collat en break, oui. Et en smurf, je pense que c'était Lion Scott. Tu vois. Mais moi, je suis vite, je suis très vite remonté. Donc là, si juste, j'essaie de traduire un peu comment tu as démarré. Tu as démarré dans le popping, dans le smurf. Ah, j'étais un smurfer, moi. Ah, t'étais un smurfer. Non, au début,
bah, comme tout le monde, je tournais sur le genou. Oui, oui. J'ai essayé de faire le six-step, j'ai essayé la coupole pendant 3 mois, j'arrivais pas. Enfin, tu vois, j'ai compris que j'étais plus fait pour le pop. Parce que j'avais commencé avec l'automate. Et je suis vite devenu très très fort. D'ailleurs, dès 80, mon nom c'est Yuval, mais dès 85, il y a la fameuse affaire au terrain vague de la Chapelle, où je danse, j'ai mon Kangol sur la tête, je danse, nanana, je le fais tomber, il y a ma kippa, donc tout le monde voit que je suis juif. Et c'est à partir de là, les gens m'appelaient le petit juif, pendant très longtemps. Une histoire qui a été racontée il y a par Saxo. Saxo qui était le meilleur MC de la première génération. De la première génération, les MC c'est Nec Plus Ultra, Saxo, bien avant JM, et Johnny Go et Destroyman. Et là, Lionel D. C'est un peu les premiers noms qu'on voit. Ensuite, il y a Chic, Fat, c'est les mecs en beatbox. Enfin bon, je peux vous raconter toute l'histoire. Mais bon, je veux dire, c'est que voilà, c'est à partir de là, les gens m'appelaient le petit Veuge, pas forcément Yuval. Moi, ce problème juif, il va me suivre toute ma vie parce que. Jusqu'à maintenant encore. Hein, jusqu'à maintenant encore. Ouais, jusqu'à maintenant. Ouais, mais maintenant c'est différent. Maintenant j'ai du pouvoir. C'est pas la même chose. Mais quand j'avais 13-14 ans, eh ben, on a commencé à en parler de ces problèmes, Israël, Palestine. Même dans mon école, tout ça, donc c'est des choses qui revenaient quand même assez souvent. Moi je me disais peut-être que dans la danse, je vais pas subir ça, mais si, je le subissais quand même. La première fois que j'ai voulu rentrer dans un groupe, la première réflexion qu'ils m'ont faite alors que j'ai défié quelqu'un, c'était mais attends, mais Yuval, mais les juifs ils dansent pas. Et ils ont raison, il n'y a aucun push qui dansait. Ou alors ceux qui dansaient, ils avaient un certain âge et ils s'assumaient. Moi j'étais dans une école qui s'appelait l'Horte par la suite. Dans l'Horte on était à peu près 1000 élèves, il n'y a pas un seul qui dansait. C'est pas notre chemin, c'est pas notre truc. Ouais, mais justement, qu'est-ce qui a fait réellement dans ta tête pour te dire je vais pas suivre, pourtant tu me disais que tu traînais qu'avec des juifs et tout ça, et le fait de ne pas les suivre et de te dire... Mes propres amis juifs ne me fréquentaient pas. Tous mes amis feuilles de France ne me fréquentaient plus, parce que moi les amis que j'avais à l'époque, bah, c'était que des Renois et des Rombeux, fagotés, habillés un peu Kaira, tout ça. Donc quand on se croise dans la rue, mes propres amis me disaient pas bonjour. Donc, après, ils étaient contents pour moi parce que j'étais à fond dans la danse. Après, il faut savoir que mon père, pour lui, un homme, c'est pas un danseur. C'est aussi les idées des années 70, 80. Voilà, c'est ça. Il faut que les gens comprennent aussi qu'à cette époque-là, ma mère a caché tout à mon père, mais que mon père, il m'a jamais dit vas-y, mon fils danse, va au bout. Non, mon père, un homme, à 18 ans, vas-y, tu vas à l'usine. Enfin, tu vois, je lui en veux pas parce que c'est des idées de cette génération. Tu vois, c'est ces idées de ces immigrés qui arrivent en France et qui doivent tout de suite rentrer dans la philosophie, de la mentalité française, qui baissent un peu la tête pour pas se faire trop remarquer, qui rentrent dans le rang, tout simplement. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la génération de maintenant et qui t'inculque surtout beaucoup de valeurs. Tu vois, la famille, nanana. Donc ce qui se passe, c'est que ma mère a caché tout à mon père très souvent pendant des années et quand j'étais jeune, moi mon truc c'était d'avoir un blaze. Le chemin de Benji c'est le mien, mais Benji il arrive des années plus tard. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que dès que j'étais jeune, je défiais tout le monde. Je défiais tout le monde, c'était un mec, voilà. Tu me dis il y a un mec qui est fort, j'avais envie de voir, je vais te défier. N'importe qui, j'avais peur de personne. Donc mon nom il est très vite monté. Je dansais souvent à la patinoire Payron, où il y avait beaucoup de gens connus de ma génération, et je les défiais tous. Au Globo, c'est moi qui dansais toujours le premier. On est en 87, 88, 89, peut-être. Génération de la hype, j'ai eu plus de mal. Parce que je suis comme beaucoup d'anciens de ma génération, c'est-à-dire qu'on est fort dans une forme de danse, et quand tu as un nouveau mouvement qui arrive, comme la hype qui arrive avec une nouvelle paire de baskets, si c'est l'univers du basket, génération 89-90, on est dans la Jordan, dans la Troupe, dans la British Knight, donc vestimentairement parlant ça change, les coupes de cheveux ça change, la danse ça change, tout change. T'as plein de nouveaux danseurs qui arrivent, et toi t'es là avec ton pop. Et t'es un dinosaure, t'as rien compris. J'arrive dans des soirées, je crois que je suis le plus fort, mais je suis le plus nul. C'est pas que je suis le plus nul, mais je suis le seul qui n'a pas compris qu'à un moment donné, le mouvement, la danse avait changé. Et moi, j'étais là, non, la vraie danse, c'est le pop. Ouais, mais quand t'as 1000 personnes qui font le Running Man, et toi t'es là avec ton pop comme un couillon, et que les mecs de ton quartier, ils voient en toi toujours le monstre incarné. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais super connu. J'étais dans tous les Zulu Letters, j'étais crédité par tout le monde. À chaque fois qu'il y avait un mec qui voulait, à chaque fois que on me disait il y a un mec qui est fort, j'allais le défier directement. Après les stars de ma génération évidemment, c'est des gens comme Junior Almeida, Rodrigue, le premier Rodrigue. Junior, y a rien à dire. Ah non mais moi je suis honnête. Shekna, JF, Luger, Eddie Harlequin, c'était un monstre, Dozer, mais c'est des générations différentes. Mais moi j'ai défié après tout le monde.
Sauf les gens, moi j'avais jamais défié les gens plus âgés que moi. Jamais. C'est une question de respect. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que ta danse elle a changé? Puisque tu me disais, c'est venu plus tard. J'ai eu du mal à me mettre à la hype alors que les stars de cette génération-là, je les connaissais tous. Il y en avait plein qui avaient su surfer au bon moment. Moi, j'ai fait partie des mecs qui disaient non, bah attends, j'étais un défenseur du pop, quoi. Ah, et du coup, mais le Vogue, il arrive à quel moment? Non, le Vogue, il arrive en 91. Il arrive 2 ans plus tard. Ah, okay. Donc le Vogue, il arrive. Quand je me mets dans le Vogue, j'en ai rien à foutre du voguing, c'est pas mon univers. Le Vogue, c'est la danse des gays. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Je les fréquente pas. C'est pas mon univers. On est en 91. Enfin, le mot gay, on l'emploie même pas. On était pédés. Enfin, tu vois, il y a plein de noms d'oiseaux pour définir. Gay, c'est une façon, on va dire, plus institutionnelle ou plus civilisée de parler des gens qui ont cette sexualité-là. À l'époque, moi j'étais un mec de quartier, je parlais comme tous les mecs de quartier. De ma génération, j'ai jamais vu un danseur efféminé, par exemple. J'en ai jamais vu de ma vie. Ah, maintenant, on les voit. Oui, mais non, maintenant il y a plein de mecs qui veulent se donner. Il y a plein de mecs qui pensent que la féminité c'est une originalité. Mais j'étais là avant eux, j'ai commencé avant eux. Le hip-hop style, c'est abusé, quoi. Oui, elle est style, elle est. Ah, mais même dans le hip-hop, on le voit. Oui, t'as plein de gens aujourd'hui qui veulent jouer la féminité parce que des fois ils sont en galère et en rentrant dans le côté féminin, ça leur donne des points. Après, c'est plus une stratégie qu'autre chose. Mais moi, j'étais le premier à faire du voguing dans la culture hip-hop. C'était très très difficile parce qu'il faut savoir que quand j'arrive à Châtelet-Halles, les gens, ils avaient une mentalité très très quartier. Tu vois, en face de moi, j'ai des monstres sacrés du break. Moi, j'arrive, je fais du voguing, je suis là avec le mouvement. Je suis pas pour eux, je suis une insulte limite. Je suis une insulte à cette culture. Maintenant, ce qui me sauve, c'est pas mon Vogue. Le Vogue, tout le monde s'en bat les couilles. En 91, en 94, moi j'arrive à Châtelet en 94. Avant, j'étais dans toutes les soirées hype et à l'époque, je dansais beaucoup avec Barry Mohamed. De 90 à 92, 93, je suis avec Barry Mohamed. C'est mon meilleur ami, c'est celui que je fréquente, c'est avec lui que je danse. Voilà, voilà. Mais je faisais déjà du voguing. Hein. Sauf que j'étais plus poussé par la hype. Et donc 94, j'ai ma rencontre avec Stiga en 93. 94, on commence à se fréquenter. Et 94, il me dit vas-y, reviens au Châtelet-Halles. Mais quand tu me mets à Châtelet-Halles, la plupart des mecs que j'ai en face de moi, la plupart c'est des poppers et des b-boys. Mais j'étais déjà là avant eux. Hein. Moi déjà en 86, avec David Collard, on avait déjà défié des gens. On faisait partie des TSB. On défiait les gens à Châtelet-Halles déjà en 86. 87, j'allais avec Conan à l'époque, Châtelet-Halles et pas mal d'autres. Donc moi aussi j'ai mon histoire. Donc ce qui m'a sauvé, c'est pas le voguing, c'est que j'avais 15 ans ou 18 ans avant de mentalité de pop et de hyper. C'est ça qui m'a permis de pouvoir passer les étapes. Parce que sinon, arriver dans n'importe quel événement où tout le monde dit oh, t'as vu lui c'est un PD, ou lui c'est ça. D'accord? Mais attends, là je reviens sur un truc. Tu me parles du pop, mais généralement la culture du défi, les poppers elle l'avait pas, hein, c'est venu plus tard. Moi je passe pas faire, un défi de. Moi mon truc c'était. C'est simple. Tu vois Benji? Oui. C'est moi en plus petit. C'est la même chose. J'ai défié tous les mecs de ma génération. Encore une fois, je le redirai jamais assez. J'ai jamais défié les mecs plus âgés que moi pour une question de respect. Un jour, peut-être 10 ans plus tard, en 94-95, j'ai croisé un grand de mon quartier. Un mec qui était cotard de ouf, qui faisait du jazz rock à l'époque, tout ça. Et il m'a dit, 10 ans plus tard, je l'ai croisé avec ses 2 enfants. Et il m'a dit, écoute, tu vois, quand tu étais jeune, c'est bizarre que tu m'aies jamais défié. Et j'ai dit, et tu penses que je t'ai jamais défié, pourquoi? Il me dit, t'étais plus fort que moi pourtant. Il dit, et si je t'ai jamais défié, c'est pourquoi? C'est quoi la raison, à ton avis? Il me fait, non, je pense que tu me respectais. J'ai dit, mais c'est pas toi que je respectais, c'est ton âge. C'est pas spécialement toi, parce que je lui ai dit, il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, tu me parlais pas, toi. Pour toi, j'étais un petit. Sauf que moi, j'ai grandi avec cette mentalité un peu africaine. Les gens qui ont un certain âge, les gens qui sont plus âgés que moi, je les respecte. Oui. Tu vois? Moi, j'ai grandi avec ces valeurs-là. Donc, si maintenant, un mec plus âgé que moi, il vient me défier, je vais y aller parce que je suis pas une salope et que j'ai une mentalité. Moi, je suis un mec, j'y vais direct. De toute façon, moi, j'ai une mentalité, c'est simple, là-haut. N'importe qui dans le monde qui prend le micro, il m'appelle, je me lève, j'y vais direct. J'en ai rien à foutre. J'ai pas peur de ça, moi, c'est mon monde, ça. J'ai pas créé le 1000% pour me cacher derrière les zéros du 1000%. Ok. Je vais faire la différence. Hein. J'ai une certaine mentalité. Une double question. Ouais.
Alors, qui arrive en premier à la limite, ou Division Alpha ou Division Alpha, ça arrive où? Ou Benji? Non, Division Alpha est en premier. Benji il a toujours. Benji, c'est quelqu'un que j'ai remarqué parce que c'est un peu un élève. J'avais pas mal d'élèves au moment où j'avais Benji. Mais Benji, c'est le seul enfant en termes d'élèves. Et ben, tu lui montres des mouvements qui le soir t'appelle pour te dire écoute, j'ai réussi le mouvement, mais j'ai aussi un autre mouvement derrière. Et tu te dis attends, Benji, quand je l'ai connu, c'était le frère de mon meilleur ami qui s'appelait Franck. Mais moi je fréquentais Franck, je fréquentais pas Benji. Benji c'est un enfant. Mais Benji il a toujours baigné dans l'hip-hop à travers ses grands frères. Mais maintenant moi et lui on n'a rien à voir. Je viens, je lui fais un bisou sur la joue, je suis là pour ses anniversaires, mais on n'a rien à se dire, c'est un bébé. Mais par contre il a toujours grandi avec Yuval, le danseur, des juifs. Et moi et Ben on a exactement le même. On est comme des hirondelles, on fait la même chose. C'est-à-dire que Ben, comme il est juif, ben, il fait comme moi. Moi je suis le danseur des juifs. C'est-à-dire que je vais dans les mêmes boîtes que tous les feuges. Je vais dans les mêmes écoles que tous les feuges et on fait tous le même chemin. Je vais dans les rendez-vous à Opéra de tous les feuges. À l'époque, il y avait aussi un feuge qui était important, qui s'appelait Daniakos. Il a réalisé beaucoup d'événements. Grosse dédicace à lui d'ailleurs. Lui, il est très important pour l'époque. Mais Ben, c'est le danseur des feuges, c'est-à-dire qu'on a nos boîtes à nous. Tu vois, genre le Gibus, à l'époque, il y avait l'Observatoire, le Timis, on avait. Bah, je sais pas, il y a plein d'endroits. On se fait comme des hirondelles. Et Ben, moi, j'étais danseur des feuges à l'époque. C'est-à-dire quand j'arrive au Gibus, dès qu'il y avait un mec qui jouait le show, paf, je me fumais devant tout le monde. Voilà, parce qu'ils ne savent pas danser les feuges sur claquos. Donc c'était moi qui les protégeais tout le temps. Et puis, et en même temps, j'étais aussi un peu la mascotte, moi, à l'époque, à la Voirie. J'avais beaucoup de protecteurs. J'avais beaucoup de gens qui me protégeaient. J'en ai beaucoup encore aujourd'hui, mais c'est pas la même chose. J'avais quand même des gens très 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 violents. Non, on est amis, ça fait longtemps que je connais et tout, ouais. Et du coup je vois qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas forcément à avoir quelque chose avec le hip-hop et qui sont derrière toi, qui te suivent. Oui, mais, qui sont, parce que j'ai des amis, ça fait 30 ans. Ouais, et des mecs, j'en ai rendu service il y a des années sur plein de choses. Et à l'époque, la Voirie, j'arrivais au Trocadéro, on me mettait une veste en jean sur le dos et je représentais 100 personnes derrière moi. Et je dansais, et peut-être que 3 semaines après, je pouvais me mettre en face d'eux avec les... Tu vois, j'étais un mercenaire. Moi, ce que je voulais, c'était défier les gens. Sauf que ma génération, la génération 88-89, on rentre dans la génération des bandes. Et quand tu défies quelqu'un dans une bande, tu peux pas être défié si t'as pas des gens derrière toi. Moi, des fois, à la Voirie, je prenais le train. J'avais 17 ans. J'allais dans des villes, j'arrivais à la soirée parce que j'étais tellement à fond dedans. Personne me suivait. Hein. Je te dis, tous mes meilleurs amis sont feuges. Tous. Aucun venait avec moi dans l'événement. Et à part des fois Stéphane il n'est pas juif. Et j'arrive dans l'événement, j'étais le seul blanc. Et des fois les mecs qui venaient à moi, ils me disaient écoute, c'est simple, tu danses, je te fume, je te frappe quoi, devant tout le monde. Ah non, c'était l'époque très dure. Et moi je faisais comme d'habitude, attends, tu sais quoi, je vais chercher mon grand frère. Mon grand frère c'était un black, 1m95, des bagues sur les nez comme ça, il faisait il est où le problème? Moi, je peux te raconter 1000 histoires en globaux où j'ai eu des problèmes avec des gens. Il y a même des gens comme Christophe Mendy qui sont intervenus pour moi à l'époque. Christophe Mendy, des gens comme Chignol à l'époque, côté Ravac de la Chapelle. Enfin, j'ai eu une étoile. C'est pas qu'ils m'appréciaient forcément moi, mais c'est qu'ils se disaient qu'ils pouvaient m'utiliser comme moi je pouvais l'utiliser. Eux me protégeaient et moi je les représentais. C'est ça la vérité. Sinon, il y avait plein d'étapes que j'aurais pas pu passer. C'était trop dangereux, trop caïra, les mecs ils se faisaient balayer comme on dit si bien. Puis après t'as eu les bandes, après t'as eu les juniors, enfin les gens se faisaient dépouiller, les filles se faisaient violer. Enfin, à Paris il y a une histoire sombre du hip-hop que les gens évitent de raconter, mais je peux dire que c'était vraiment violent. Donc, et puis moi je me promenais pas avec ma kippa sur la tête parce que je trouve que le hip-hop il est apolitique. Et on ne doit pas venir avec son culte dans la culture hip-hop. Et ni avec son culte, ni avec la politique. Tu vois, parce que sinon chacun ramène sa souffrance et sa douleur, t'as pas fini. Hein. Justement, le hip-hop c'est pour sortir de tout ça. Enfin voilà. Ok, donc là je vais revenir avec ton expérience avec Division Alpha. Parce que bon, pour les avoir connus un petit peu, tout ça, il y avait quand même une déontologie dans ce groupe. À la base, c'est... Moi et Franck qui font Division Alpha. Maintenant, le côté chorégraphique, faut être honnête. C'est la première fois que je le dis. Funky Legs et Simamed. Parce que Stiga, moi, Flubber, tout le monde, on était trop des foufous. Moi je pensais qu'aux défis. Enfin, moi monter sur scène, faire du vogue,
c'est sympa, mais moi je voulais défier des gens. Et c'était ça mon truc. Et puis heureusement que Division Alpha était avec moi parce que de 95 à 2000, pour moi le hip-hop est très difficile. Hein. C'est-à-dire que ma place, je l'ai pas volée la Wari. Je peux te dire que des fois, je montais sur scène avec Division Alpha, il fallait pas grand chose pour que Division Alpha me dise Yuval, ton solo en voguing, ne le fais pas. C'est trop quartier, c'est trop ci, c'est trop ça. Et dans la culture hip-hop, à chaque fois que j'allais dans une soirée, n'importe laquelle, et ben les mecs, ils disaient ouais on va se le faire Yuval. Genre je suis un PD quoi, on va se le faire, il est facile, c'est la musgueule. Sauf que j'étais la pire ordure du hip-hop, c'était moi. J'étais pire qu'eux. Et je suis devenu pire qu'eux parce que je me suis dit, non. Et ils pensent que je vais être une victime, je vais être un prédateur. Donc à chaque fois je faisais des trucs de ouf, je montrais mon cul, je leur faisais des doigts, je rentrais tout nu sur scène, je faisais que des trucs de ouf, des trucs que tu te dis mais c'est pas possible. Ça n'existe pas un mec qui fait des trucs comme ça. Juste pour les agacer, je les énervais. Et je leur disais t'es pas content, vas-y on fait un défi tout de suite. Et j'allais chercher les plus grosses têtes. Je défiais tout le monde à l'époque. Salah, Baba, tout le monde. C'est clair, moi j'ai bien connu l'époque où on détestait, moi le premier. Hein. Et tout le monde me détestait, mais attention aussi. Abusé, de voir sa sale gueule, tu disais genre, ouais, tu me dis ça, mais quand tu arrives dans n'importe quel événement. En 99, où on a eu l'expérience de se retrouver en face à face à Béziers et tout ça. Ouais. Bon, après il y a eu des stories. Bon. Il y a eu plein des stories. Des gars, c'est la KDR de 7, tiens, pendant que j'y suis. Ouais. Il y a son frère, Nadir, j'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a eu plein des stories, mais moi il a fallu que je me protège des gens. Et c'est pas... Benji, il a jamais dansé à ma place. Hein. Benji, c'est un génie. Mais c'est pas... Jamais de ma vie, Benji dansera à ma place. Contre n'importe qui. Je dis, tu rappelles, non. C'est moi qui danse, c'est pas toi. C'est à moi d'y aller. Et c'est comme ça que j'ai son respect. Je me cache pas derrière Benji, moi. Jamais de ma vie. Et plein de fois, et tu peux demander à tous les gens qui sont partis à Miami, plein de fois j'ai pris le micro à Miami, j'ai dit, je baise tous les danseurs debout dans la salle, n'importe qui. Et j'y allais, tu vois. Ouais, j'ai vu. Je crois que déjà, toi, une fois que j'avais été à Miami, non? Non, moi j'y étais pas à Miami, mais j'ai Moutfi qui était en 2003. Donc à chaque fois j'ai porté mes yeux, je suis pas un mec capeur, mais après c'est juste parce qu'il fallait que je me protège. Et puis à cette époque-là, de 95, tout le monde voulait faire son blaze. Je te dis pas que ce que j'ai fait c'est intelligent. Jamais je te dirais ça. Je te dirais que si les gens ils m'avaient accueilli un peu plus chaleureusement, je pense que je serais devenu beaucoup plus sympa. Mais attends, c'est pas une psychose, mais à chaque fois que j'allais quelque part, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était pour moi. Donc à la fin, tu crées ta propre armure et tu crées le problème avant qu'il arrive. Donc voilà, et c'est sûr que. Mais enfin, ce qui est amusant là-dedans, c'est que j'étais le mec le plus détesté de France, tout le monde parlait mal sur moi, on m'insultait, tout ce que tu veux. Et un jour, en 98, il y avait Mazen et pas mal de monde. Et je me rappelle, on parlait, et je lui ai dit, tu veux que je te dise, un jour ça sera moi la grosse tête du hip-hop français. Ils ont tous rigolé. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore rigoler aujourd'hui? Non, en tout cas, Mazen et tout ça, c'était non, mais c'est une anecdote, je peux te donner des millions d'anecdotes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux proclamer le numéro 1 dans tout ce que tu veux. Tout le monde a le droit de dire qu'il est le plus fort. C'est le hip-hop qui est comme ça, c'est la mentalité. Oui. Mais après, faut se bouger le cul pour les autres. Si t'aimes pas les autres, tu peux pas avancer dans cette culture. Faut que tu montres aux autres que tu les aimes, que tu les représentes. Tu ne reprends pas que ta gueule, que tu fais les choses pour les autres. Et c'est comme ça que les autres au bout d'un moment, ils changent leur vision par rapport à toi. Parce que si t'es là à dire à tout le monde, je suis le meilleur, c'est de la merde ça. Moi ça me dérange pas qu'un mec qui vient en face de moi me dise je suis meilleur speaker que toi. C'est le hip-hop, il a raison. Il a raison. Comme toi demain je t'attends à bout, tu vas me dire Yuval, en speaker t'es pété. Mais t'as raison, dis ce que tu veux. Après moi mon rôle à moi, c'est de te prouver que ce que tu dis c'est de la merde. Et je sais que je suis le meilleur. Ça fait des années que je suis le numéro 1. Mais ce que je veux dire c'est que tu peux claironner dans tous les sens que tu es quelqu'un ou t'es quelqu'un et que tu fais des grandes choses. C'est pas toi qui va définir qui tu es, c'est les gens qui vont te le donner. Et ça se fait avec le temps. Et en plus, il faut être récurrent et puis il faut tenir sur la longueur. Parce qu'il n'y a pas que toi qui espère t'asseoir, mettre tes petites fesses sur le trône ou penser que tu es le numéro 1. Tout le monde danse pour à un moment donné exister. Le hip-hop, ça veut dire j'existe. Regarde, voilà ce que je propose. Après, évidemment, tu es dans ce qu'on appelle une espèce de concurrence saine, qu'on appelle les défis. Et après, tu te forges ta propre mentalité et t'écris ton histoire. Moi, je suis pas un mec j'ai compris avec le hip-hop que je pouvais exister. J'ai compris dans la vie de tous les jours, j'étais personne, mais dans ma passion, j'étais quelqu'un. Voilà. Okay. Et si on sort un peu du contexte de la danse, et la première année ou le premier moment où tu t'es dit je serai speaker?
Mais ça m'a jamais intéressé, speaker. Jamais. Je te parle sérieux, hein. Moi, j'étais un mec qui défiait les gens. Le seul moment où je prenais le micro, c'était pour l'arracher au speaker et dire ouais, je prends n'importe qui dans la salle. Les speakers, ils peuvent te le dire. Hein. En fait, ça m'a jamais intéressé, les speakers. C'est ton côté activiste qui a pris d'abord le dessus en organisant des... Je suis devenu speaker. En fait, ça a commencé, je suis devenu leader d'opinion à partir du moment où j'ai commencé à organiser beaucoup de choses à la Châtelet, mais je ne me mettais pas en avant. J'organisais, mais j'étais dans les gens, dans la foule. Je parlais pas au début, donc les gens ne savaient pas forcément très moi. Ensuite, il y a eu le site. Non mais Internet, ça arrive à partir de 99 et plus précisément en 2000, où vraiment ça explose Internet, avec hiphop.fr. Et j'ai compris que je commençais à écrire sur hiphop.fr et à parler, et je voyais que tout le monde me lisait. Le mec qui avait créé le site me disait putain Ival, t'es quand même suivi, hein, les gens ils te lisent, les gens te suivent. Bon, je m'embrouillais beaucoup de gens, je me rappelle, je suis parti de hiphop.fr parce qu'il y a beaucoup de gens en Belgique qui parlaient mal des juifs dans le hip-hop. On était combien? On parlait de qui, franchement? Deux. Benji et moi, voilà. Et j'ai quitté hiphop.fr, je leur dirai jamais assez, parce que je leur disais, hey, les mecs, ça serait bien de temps en temps que vous interveniez, parce que nous on se fait insulter, et puis la religion ou ce qu'on est, ça n'a pas existé. Et ce qui était pire, c'est que les gens ils nous insultaient de sale juif, mais personne ne nous protégeait, personne n'intervenait pour dire, hey, mec, Rouya, calme le jeu, tranquille. Non, genre c'est normal. Donc, comme j'ai vu qu'ils ne sont pas intervenus, ils ont jamais vraiment mis les bouchées doubles, je les ai quittés, je suis parti sur site de ouf. Et mon pouvoir il a grandi. Et parallèlement, quand j'ai créé 1000%, j'ai décidé de plus organiser et d'être derrière, mais cette fois d'être devant. Donc tous les gens qui ont participé au 1000%, à partir de 2003 jusqu'à 2011, on va dire, par rapport à la défense, ou 2010, je ne crois plus, 2011, il n'y a aucun qui peut te dire que j'ai organisé un événement sans parler pendant un quart d'heure. J'ai toujours parlé pendant un quart d'heure, et j'ai fait la même chose avec Steady Gun, que j'aime énormément, et donc avec le staff 1000%, Tony, Steady Gun, la clique, j'ai fait la même chose dans l'électro. On leur a parlé pendant 15 minutes. Tous les danseurs électro, il n'y en a aucun. Et c'est vraiment une sale race, il y en a un qui te dit que dans tous les vertipites, on leur parlait pas. Pendant 15 minutes, moi et Steady, on parlait, on les éduquait. Comme ça. Parce qu'on avait plus d'expérience qu'eux et c'était notre rôle. C'est pas juste on vient, hey, tu poses tes dios, tu fais ton battle. Non. Nous, on leur a donné beaucoup plus de mérite que ça. On les a éduqués à la hauteur de nos connaissances. Aujourd'hui, ils ont peut-être plus besoin de nous. Vous savez, c'est des adultes. On est fiers d'eux, ils nous représentent de ouf. Mais il a fallu quand même passer par... il a fallu qu'on les protège au départ. Il a fallu quand même qu'on parle à la culture hip-hop pour calmer les choses. Il a fallu les éduquer, il a fallu leur donner des pistes. Mais c'est notre rôle le plus âgé qu'eux. Donc après, on intervient d'une autre vision. Bon, elle est intéressante cette interview parce que maintenant ça fait plus de 20 ans que tu es là et qu'il y a une nouvelle génération. Oui. C'est quand même important qu'ils connaissent un peu tes débuts. La Wari, il y a plein de gens qui pensent que je suis employé parce que je suis le meilleur speaker de France. Mais c'est pas ça la vraie raison. Je suis pas speaker moi. Moi je suis un activiste. Je suis quelqu'un qui fait bouger la scène française. Et ce que les gens faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'emploient. Bon, évidemment, je suis doué pour mon travail de speaker, parce que je me suis intéressé aux danseurs depuis très très tôt. Je n'ai pas attendu d'être speaker pour m'intéresser aux danseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ma force, c'est que les gens qui m'emploient, c'est les gens pour qui je faisais les événements gratuits à l'époque. Et puis il y en a certains qui ont une certaine reconnaissance et qui ont un peu de mémoire, tu vois, et qui se sont dit, attends, Ival, à l'époque, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'époque de la def, il faisait les choses, quoi. J'ai arrêté la def pendant 1 an. Personne l'a repris. Hein. Parce que c'est très difficile, parce que les gens ils sont exigeants la Wari. Et que quand même quand tu fais des choses qui sont belles, tu peux te faire pourrir par les gens, parce que c'est jamais assez trop bien pour eux. Et pourtant c'est gratuit. C'est pour ça que c'est pas évident. Et puis moi je te parle d'une récurrence, une vraie récurrence. Après, je te parle de moi, mais il y a plein de gens qui ont fait plein de choses à droite à gauche, que je reconnais, que je remercie. On se fait jamais tout seul. Hein. Moi j'ai fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de gens qui étaient aussi à côté de moi, qui m'ont aidé, Bouba Colors, Domka, Meda qui est quelqu'un de très important pour moi, enfin même toi la Wari évidemment, pour le Sud, Karim de Marseille, très important aussi pour son époque, enfin on se fait pas tout seul, tu vois, je peux te citer plein de noms, plein de gens, et on peut pas rendre grâce et honneur à tous ces gens là, mais juste pour vous dire que là je suis dans un moi-je, mais en vérité
derrière tous mes propos, il y a plein de gens qui m'ont appuyé, qui ont cru en moi. Zoubir sur le premier Shell par exemple, Casper, Mohamed Casper de Saint-Brieuc, quelqu'un que j'aime énormément. C'est une tuerie, Casper. Oui, mais il y a plein de gens qui ont été importants. J'ai été important pour eux, mais ils ont été aussi importants pour moi. Tu vois, on se fait pas tout seul, ça n'existe pas. Fonky Legs derrière moi avec qui je suis constamment. Fonky Legs qui me protège même carrément. C'est juste pour dire aux gens, le jour où il y en a qui me cassent les couilles, vous savez qu'il est à côté de moi. Mais ça, c'est juste pour dire qu'on se fait jamais tout seul. Après, moi maintenant, à tort ou à raison, je suis quelqu'un qui aime les grosses affiches. Alors des fois, je crée des grosses affiches et ça dérange. Mais c'est pour faire avant, c'est pour donner les spotlights sur la France. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la mentalité, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent comme étant des b-boys, mais moi, je suis plus b-boy qu'eux, moi. Le b-boying, c'est pas la danse, c'est la mentalité, c'est l'état d'esprit. Quand t'auras compris ça, t'auras tout compris. Quand je vois qu'à IBE, vous êtes, on dirait le film 300, là, je sais pas combien vous êtes dans la salle, il n'y en a pas un seul qui va défier une tête, c'est que ça y est, c'est le début de la fin tout ça. Et c'est pas prêt de changer malheureusement. On rentre dans une dynamique qui est un peu plus institutionnalisée, alors que c'est une culture qui vient de la rue, qui est violente. Moi ça me dérange pas quand un mec qui vient me défier. Après j'estime qu'un mec qui vient me défier, c'est un petit jeune, bah, c'est une pute, mais je vais quand même danser. Pour moi c'est une salope. J'ai 45 ans, tu veux me défier, t'as 20 ans. Là, je sais que je vais te fumer quand même. Justement, Yuval, tu lances un truc, tu dis ouais ça c'est institutionnalisé, tout ça. Mais justement au niveau du speak, est-ce que ça c'est pas institutionnalisé? Mais t'as pas le choix parce que toi ta façon justement de présenter. Non mais toi quand tu vas t'arriver sur un événement, bah t'es un prestataire de service. C'est ça aussi, et puis même, moi, tu te rappelles comment je parlais à IBE en 2004-2005 Fils de pute, et comment je me lâchais. Après, le public, il a changé. Et le public, à partir de 2004, c'est le moment où il y a de plus en plus de battles en France. Moi, je le vois en fonction de mes dates. Et combien de fois je suis employé. Donc, je me rends compte que le public, il change. Et oui, c'est des familles entières. C'est-à-dire qu'avant, le battle familial, c'était Battle of the Year pour certains. Tu vois. Et après, tout le public du Battle of the Year, ça devient le public de tous les événements en France. Ça vient des familles, des papas. Alors qu'avant, on faisait des événements, c'était des événements pour les danseurs. C'est vrai. Donc en fait, toi, tu n'avais que les danseurs. Donc tu peux avoir un discours très pointu, très strict. Aujourd'hui, tu peux plus parler comme ça. Aujourd'hui, il faut être fou pour parler comme ça. Parce que ton public, il a changé, ta façon d'animer, elle a changé. Et puis en plus, aujourd'hui, speaker, c'est devenu un métier. Et grâce à des gens comme moi, parce que c'est vrai que là, par contre, je vais me vanter, mais j'ai beaucoup apporté. Après, chacun regrettera s'il a envie à sa manière. Mais tu peux plus aborder les choses de la même manière parce que le game il a vraiment changé. Après moi en tant que speaker je suis peut-être très consensuel, très poli, tout ce que tu as envie, mais je suis pas contre le fait qu'il y ait des battles super engagés. Ma mentalité pour ça elle a pas changé. Je serai toujours le premier à dire que je triche tout le temps pour créer le spectacle. Je suis le premier qui a triché, je le dis devant tout le monde. Je triche tout le temps moi. Je triche parce que je sais aussi qui va affronter qui. Moi je kifferais ma race que t'es 8 danseurs et que dans les 8 t'as la plein qui vient me voir et qui me dit ah Yuval, moi je veux défier lui, et moi lui, et moi lui. Mais non, les mecs ils comptent sur moi. Parce qu'ils savent que je vais faire j'ai la potion magique, j'ai le truc. Ils savent que je vais réussir parce que c'est du spectacle tout ça maintenant. On rentre dans l'univers, dans le monde du spectacle, les battles. C'est le divertissement. Voilà, justement, là, on est au niveau de la danse, on parle de la danse. Il y a combien de temps qui a été fait je sais pas, c'est où mets ta main dessus. Non, sur l'écran. Il y a combien 38. Vas-y, encore 10 minutes, on arrête. Justement, là, donc on parlait de la scène française. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de b-boy que tu kiffes ou que tu respectes Moi, je respecte, je veux dire tous les gens que j'aime beaucoup. Khalifa. Parce que Khalifa, il est parti chercher Phoenix dans un événement. Mais je respecte plus Phoenix que Khalifa. Parce que Phoenix, il était dans un battle, il était encore dans son battle. Et il a accepté danser contre Khalifa. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'auraient pas fait. Tu vois? C'est vrai. C'est une réalité. Mais maintenant, Khalifa, il a eu les couilles, il est parti chercher Phoenix. Tu peux que respecter. Donc je suis obligé de le respecter. Et je répète encore plus Khalifa, parce que c'est vrai qu'à lui tout seul, il s'est réapproprié le vagabond Pokémon en une petite intervention alors qu'il n'a même pas dansé. Tout le monde n'a parlé que de ça. Franchement, il est bon le mec. Donc il y a lui que j'aime énormément. Willy, parce qu'il a quand même réussi cette année à créer la surprise de ouf. C'est clair. Nabil qui pour moi reste le numéro 1 de ce qu'on appelle Nabil ex-vagabond. Ah oui, Nabil, Arabic Fever. KLP, Arabic Fever, voilà, qui pour moi reste pour moi.
le meilleur danseur du Red Bull BC One Camp et surtout, j'ai envie de te dire, le meilleur danseur au niveau des cyphers. Moi, c'est la même. Ça, c'est ma vision à moi. Soso, parce que Soso, même si moi et Soso, on se parle pas tant que ça, c'était un peu délicat à une certaine époque, ben, moi je sais reconnaître aussi le talent des gens et je trouve que cette année, ben, il a tout baisé. Il a tout pété, c'est un mec laisse tomber. Il a tout pété. Benji, évidemment, parce que Benji, ben, c'est quelqu'un qui a su... bah, c'est une surprise, Ben. T'arrêtes 9 ans, tu reprends la danse. Après, pour certaines personnes, peut-être qu'il est fort, peut-être qu'il est fort, j'en sais rien. Mais toujours est-il que reprendre la danse après 9 ans, ben, chapeau bas, monsieur, c'est impossible. Donc, enfin, impossible avec un niveau, évidemment. Parce que tu peux revenir et rester planqué, hein, t'as le droit aussi. Mais voilà, donc lui, il se montre et il fait les choses. Donc, Benji, j'ai envie de te dire, qui j'ai vu dernièrement, Fatih Benji, mais je trouve qu'on ne voit pas assez. Voilà. Moi, quand il fait ses vidéos avec son univers, que ce soit discours citoyen ou quand il fait ses vidéos, il fait ses chorégraphies, c'est bien. Mais moi, j'aime Fatih dans les battles. Il a une magie. Il est, je trouve, il est engagé. Enfin, c'est pas un mec qui dort. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Fatih. Même humainement, c'est mon mathémique. Il y en a un qui est pas mauvais. Il s'appelle Wally aussi, de Toulouse, que je trouve fort. Yes. Wally. Après, je suis obligé de reconnaître que cette année, enfin, Rota et Bruce, ils ont cartonné cette année. Enfin, l'année dernière plutôt, mais c'est quand même, ça a été une putain de surprise. Ah ouais, c'est un Rota, parce que Rota, ça fait quand même plus de. Rota, ça fait plus de 22-23 ans qu'il danse, le mec. Et il est encore là. Après, je dis pas que j'aime tout ce qu'il fait, Rota. J'aime pas tout. Mais j'aime ce côté un peu loufoque chez lui, il se prend pas au sérieux. Et puis bon, humainement, c'est bon atomique. Voilà, je crois que je t'ai donné. Évidemment, bah, Meda, mais on le voit pas encore assez. On le voit pas beaucoup là dernièrement. Mais Meda, parce que Meda, c'est un mec qui a des couilles. Meda, c'est une bombe. Peut-être qu'il est justement stratégiquement. Meda, il a écrit l'histoire du break français. Il est parti chercher plein de têtes. Et c'est un mec qu'on 2006, ouais, effectivement, il était souvent là, 2006, 2007. Et un dernier que j'aime beaucoup aussi, je voulais le citer, Samir Yano. Pourquoi Samir Yano? Enfin, pour une raison qui est toute simple, c'est que le jour où il a fait son événement à 7, il s'est fait défier par B-Boy Croc. Et il a quand même fait, il a quand même dansé contre. Samir Yano, il a quand même défié Lucy Sky. Lucy Sky qui a gagné quand même World B-Boy Classic Monde et qui a gagné le 5-5 à IBE. Et il l'a tenu du début jusqu'à la fin à Dijon. Là, je te parle d'un mec qui a plus de 35 ans quand même. Ah, mais je ne parle pas d'un enfant. C'est un crevard. Il a décidé, c'est un vrai esprit propre. Et j'aime beaucoup aussi Lawari, parce que Lawari, je suis souvent entraîné avec lui. Et je trouve que pour un mec qui a la quarantaine, ben, moi Lawari, je le dis devant toi, Lawari, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je l'aimerais tant qu'il portera ses couilles. Parce que le jour où un mec qui va le défier, et Lawari ne se lève pas pour l'affronter, ce jour-là, j'ai pas son numéro de téléphone. Je le veux plus en ami. Moi, mes amis, je dois être fier d'eux. Je ne veux pas marcher avec un mec dont j'ai honte. Ou peut-être, sinon, je le reboosterai pour qu'il ait récupéré son blaze. Mais dans la semaine qui suit, s'il ne le fait pas, il n'entendra plus jamais parler de moi. Moi, je veux être fier de mes amis. En même temps, tu connais mon tempérament. Ah, je rigole parce que je suis très bien commenté aussi. Et comme Domka, la dernière fois, il s'est levé, il s'est fait défier, c'est lui, il est parti direct. Enfin voilà, pour moi, les personnes que j'affectionne dans le monde de la danse, c'est quand même des gens qui ont des couilles. Voilà. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Donc ça, c'est un peu les noms, qui sont démarqués cette année. J'aurais pu dire Schlag, Backpack, ouais, j'aurais pu les dire, mais je ne suis pas tant que ça. Je ne suis pas comme je devrais les suivre. Là, j'ai vraiment donné les gens que moi j'affectionne, que je regarde. J'ai peut-être pu en oublier un ou deux, peut-être, et je m'en excuse, mais c'est un peu les gens qui, pour moi, à une époque, j'aurais pu dire Arshad, évidemment aussi. Parce qu'Arshad, il a défié tout le monde quand même. C'est vrai, il a eu une belle période là. Un mec aussi qu'on cite jamais, et que je vais quand même donner son nom, parce qu'il a vraiment une grosse paire de couilles, et je suis obligé de mettre son blaze. Genre lui, il se fait appeler Lux dans le rap, il s'appelle Yasser. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, à chaque fois que j'ai vu Yasser, il est toujours parti chercher des mecs. Franchement, on peut dire, chacun pensera ce qu'il veut, mais moi, je ne sais pas parce qu'il est dans le rap. Hein. De toute façon, moi, je serais dans. Il m'a jamais appelé pour un clip, il m'a jamais appelé pour le fréquenter. Moi, je dis les choses clairement, même si c'est un ami à moi. Franchement, à chaque fois, Yasser, il est parti au charbon. Je ne peux pas lui enlever. Et il y a des mecs. C'est des gens comme ça, moi, que j'aime. Après, il y a d'autres personnes que j'aime beaucoup, mais je te dis en ce moment, les gens que moi, qui me parlent tout particulièrement. Tiens, okay. Grosse dédicace à Grete, pendant que je suis ici.
J'ai pas cité avec le Chin City. Ouais, carrément, bien. On a terminé ou on a la question? Non, juste une dernière question là. Justement, là, dans ton rôle d'activiste, là, tu as toujours besoin de te réinventer. Ouais, toujours. Là, justement, on est avec les Street Voice, ça cartonne et tout ça. Tu veux la prochaine rubrique? Ouais, c'est quoi? Alors, je sais pas, la prochaine rubrique, c'est mon prochain concept. Voilà. Je le déclare, ok? Mon prochain concept dans les battles, que je vais mettre en place dans tous les battles, je vous le fais. Je vais prendre au micro, je vais dire voilà, j'aimerais avoir 2 personnes dans la salle qui sont un peu foufous, qui se prennent pas au sérieux, qui savent rire d'eux-mêmes et qui pourraient jouer le jeu. Une fois que j'ai 2 personnes, l'un en face de l'autre, je vous explique les règles. On met une musique, vous faites un passage en face de l'autre, comme une sorte de battle. Il y a 3 jurys. Alors, j'explique le concept. Je leur dis, est-ce qu'on est bien sûr que vous êtes un peu foufou et que vous avez honte de rien? Oui, oui, ok. Le public, vous êtes prêts? Oui, voilà le jeu. Il va y avoir 4 passages sur des musiques populaires. Premier passage, dès qu'il y en a un qui perd, c'est comme un Seven to Smoke. Il fait un passage, le public vote. Premier point, tu retires tes baskets, si tu perds. Deuxième point, tu retires tes chaussettes. Troisième point, tu retires ton t-shirt. Tu perds, tu retires ton bas de pantalon. 5e passage, c'est le jury qui décide. Si tu fais un passage en slip ou en caleçon, ou tu t'arrêtes là. Tu peux être sauvé par le public ou tu es obligé de faire un passage en slip ou en caleçon. Mais c'est plus amusant. Voilà, faut le voir comme quelque chose d'amusant. Et moi je pense qu'il y a des gens, qui pourraient le faire parce qu'ils estiment qu'ils ont un beau corps. Donc ils ne seront pas gênés parce que c'est pas c'est plus amusant. Et je pense que ça je vais le mettre dans Problem Battle. Parce que c'est marrant, on va arrêter. Et qu'on va suivre les étapes comme ça et ça va être amusant. Après j'aurais très bien pu le faire, ouais, tu fais un passage, tu regagnes un point, tu récupères tes baskets. Non. Tu danses comme t'es, en chaussettes, ensuite torse nu, ensuite en puzzle. Parce que voilà, il faut créer des concepts. Et ça je pense que c'est un truc que je vais mettre dans plein d'événements, en accord avec les organisateurs évidemment. Parce que peut-être les organisateurs, des fois ils sont peureux les organisateurs. Non, je veux pas, je sais pas comment le public qui va recevoir ça. C'est à nous d'éduquer les gens. À partir de tout le moment où tu leur dis c'est quelque chose de ludique, c'est amusant, c'est pas négatif, c'est pas pornographique, c'est pas sexiste, c'est juste en accord avec 2 personnes qui sont adultes, qui ont décidé de faire le jeu, et en plus voilà, il faut voir ça comme un divertissement. Voilà. Donc ça c'est mon prochain jeu, j'ai ça, j'ai le caméléon, enfin j'ai 4-5 jeux qui arrivent, le duo j'en ai pas mal. J'allais créer 4-5 comme ça, je me dis voilà, faut savoir se réinventer. Donc voilà. Ok Yo, en tout cas moi j'allais te dire big respect pour ce que tu fais. Street Voice, c'est un truc... Jawad, pour dédicace à Jawad aussi pour son travail. Avec les enfants à Alès. C'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, il y a une chanteuse, à chaque fois qu'elle parle de Jawad, elle dit tout le temps Alès. Comment s'appelle l'autre dans The Queen là, Christine dans The Queen. Elle parle de lui à chaque fois. En tout cas, on a tous suivi tes Street Voice. Je sais que là les danses sortent en RC et tout ça. Dédicace à Tony aussi, Badman évidemment. C'est un travail de ouf. 150 interviews plus 160 qui doivent encore arriver. Et c'est une tous les jours, donc imagine le travail de titan. Ça déchire. Bon ben, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais toujours la même chose. Au risque de me répéter, pour la plupart des jeunes qui rentrent dans la danse, mettez en avant, il y a 2 priorités. Il y a la danse et les études. Mais la première priorité c'est la danse. Enfin c'est les études. Merci. On va la refaire. Enfin la danse, si tu sens que tu es vraiment doué, ça peut être la danse évidemment. Ouais. Mais la priorité c'est les études. C'est les études et ensuite la danse, il faut voir ça comme une passion. Sauf si évidemment, voilà, t'es génial, t'es charismatique, t'as un truc, tu sens que tu peux en faire un métier. Mais 9 fois sur 10, voilà, c'est mieux quand même de privilégier les études. Enfin, moi je parle peut-être comme un vieux maintenant, parce que quand j'étais jeune, j'étais plus en avant la danse évidemment. Mais j'avais personne pour me driver. Voilà. Si j'avais quelqu'un pour me driver, peut-être que je aurait été différente pour moi. Voilà. Donc voilà, grosse dédicace à tout le monde. Peut-être que tu aurais ouvert un magasin. Mais si j'avais. Franchement, mais tu sais que tous mes amis d'enfance, ils sont tous un peu riches, ils ont tous des magasins, des belles voitures, une famille, enfin, ils sont l'extension et le prolongement de ce qu'ils sont en termes de culte. Ils vont dans le sens de ce qu'ils sont en réalité. Bon, en tout cas, c'est la belle vie, hein. T'es bien là, hein, au soleil. Ah, moi je suis heureux, moi. Moi je suis toujours heureux. Ah, oui. Parce que même si je ne le suis pas, personne ne le saura. Faut toujours montrer une bonne image, c'est important. Ok, voilà. merci. Peace.